Aujourd'hui, je suis mitigé. D'un côté, je suis content de la voir partir pour se faire une petite beauté et revenir toute neuve. Mais d'un autre côté, c'est la dernière fois que je la vois dans cet état et avec cette peinture d'origine. C'est le petit moment nostalgie. Bref, aujourd'hui sur Rock'n'Roll pour ce 8e épisode de la restauration de la 4L, je vais vous montrer ce que j'ai fait comme travaux sur la carrosserie avant de pouvoir l'envoyer en peinture. Et surtout, on va attaquer le dépouillage du moteur et de tout ce qu'il y a autour pour pouvoir enfin l'enlever du châssis. Alors côté carrosserie déjà, une fois que j'ai dissocié la carrosserie du châssis, je l'ai mise sur le côté sur un matelas gonflable, histoire de pas trop l'abîmer. Et j'ai refait tout le dessous. La première étape, c'était d'enlever avec une meuleuse et une ponceuse toute la rouille qu'il y avait en dessous, la rouille de surface bien entendu. Et après ça, j'ai passé 2 couches d'anti-rouille et 2 couches d'anti-gravillon. L'anti-gravillon, c'est cette peinture noire qui, comme son nom l'indique, est faite pour résister au gravillon. Elle est un peu plus épaisse qu'une peinture normale, et quand elle se prend des coups, elle résiste un peu plus. Ensuite, je me suis essayé à la tôlerie. Et très sincèrement, c'était pas une réussite. Certes, j'ai réussi à enlever tous les points de rouille qu'il y a sur la carrosserie, mais c'est au moment de rectifier les bosses que ça se complique. Alors j'ai acheté un petit kit avec plusieurs marteaux et plusieurs cales pour essayer un peu de redresser tout ça. J'ai suivi énormément de tutos dans tous les sens comme d'habitude. Et j'ai un scoop pour vous, on s'improvise pas carrossier. Autant sur la mécanique, ça se résume à serrer et desserrer des vis, avec un peu d'intelligence bien sûr, mais au niveau carrosserie, c'est vraiment un coup de main à avoir et on s'improvise pas carrossier du jour au lendemain. Résultat, sur certaines parties, j'ai réussi à bien m'en sortir, mais sur d'autres, c'est très moche, donc ça sera le carrossier qui va récupérer tout ça. Je n'ai évidemment pas de tuto ou de vidéo à vous montrer sur comment j'ai refait la carrosserie, parce que non seulement je suis pas pro, et j'allais plus vous montrer des bêtises qu'autre chose. Mais c'était principalement du masticage et du ponçage, des fines couches de mastic pour pouvoir récupérer les bosses et du ponçage pendant 1 mois et demi. C'est vraiment quelque chose qui a failli me dégoûter de la restauration parce que on va passer une semaine à mastiquer et poncer un élément de carrosserie, genre une aile ou une portière. On va travailler des journées entières à mastiquer, poncer, et quand on pense que c'est bon, on met une couche d'après et là on voit tous les défauts. Rebelote, on mastique, on ponce, on mastique, on ponce. Ça m'a vraiment pris 1 mois et demi, un peu plus. Je travaillais évidemment pas sur la 4L tous les jours, donc c'était 2 ou 3 heures par-ci par-là dans la semaine ou dans le week-end. Mais à la fin, pour vous dire, voilà à quel point j'étais motivé. Jour 1000, j'ai enlevé un capuchon en plastique. Alors j'ai aussi acheté quelques éléments de carrosserie, notamment le haillon, les ailes et le capot. Le haillon, c'est un haillon d'origine qui vient d'une 4L donneuse de 1969, mais le capot et les ailes, j'ai préféré les acheter neufs. Enfin neufs en refabrication. Le problème, quand on achète des pièces neuves, il y a ce qu'on appelle un problème d'ajustement. Ça veut dire que les trous de fixation qui sont sur l'aile que vous avez acheté ne sont pas au même endroit que les trous de fixation qui sont sur la carrosserie que vous avez. Donc il va falloir les positionner avant, refaire les trous dans certains cas, etc. Je suis d'accord avec vous, moi aussi je trouve ça hyper abusé d'acheter des pièces et de devoir ensuite les réajuster. Une fois que j'ai reçu l'ensemble des pièces que j'avais commandées et que j'en avais fini avec la rouille et le débosselage, j'ai appelé le carrossier pour qu'il vienne chercher la voiture. Pour aider au chargement, j'ai aussi fait appel à un ami, Tristan, qui a la chaîne YouTube d'Ibalprod. Je vous mets le lien en description, allez voir, c'est intéressant et surtout bien fait. La carrosserie va partir pendant 1 mois, le temps que le carrossier fasse les réparations et qu'il applique une nouvelle peinture. 1 mois, c'est long. Mais pour donner un coup de jeune au châssis, sortir le moteur, le réviser et le remettre sur le châssis avant que la carrosserie n'arrive, 1 mois, c'est très court. Parce que je tenais absolument à terminer le moteur et le châssis avant que la carrosserie revienne, comme ça j'ai pas à la poser par terre et je la mets directement sur le châssis le jour où il va me la ramener. Pour l'instant, voilà ce qui reste dans le garage. Le châssis et le moteur.
Donc je perds pas de temps et je commence directement à démonter les éléments périphériques au moteur pour que je puisse enfin le sortir. Premièrement, je dois mettre le faisceau électrique à terre. Pour ça, je dois débrancher tous les câbles reliés aux différents éléments du moteur, à commencer par la bobine. Comme d'habitude, mon conseil c'est, si vous ne voulez pas vous taper des kilomètres de schéma électrique sur la RTA ou autre, il faut absolument prendre des photos et noter l'emplacement de tous les fils. Ensuite, j'enlève le câble positif de la batterie de son emplacement derrière le cache de distribution. Et pour finir, j'enlève les fils qui vont au maître cylindre de frein et le gros câble du démarreur. À ce moment précis, tu flippes. Et tu te dis, non mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je vais vraiment pouvoir rebrancher tout le faisceau électrique? Après ça, je m'attaque à la tuyauterie, les durites du radiateur, celle du haut avec le thermostat, ensuite celle du bas qui donne le retour au radiateur. Tout ça est fixé avec des colliers en métal. Ensuite, il reste les deux plus longues durites de part et d'autre du moteur, c'est celle qui relie le radiateur au chauffage de la voiture à l'intérieur de l'habitacle. Et pour finir, la durite qui va du carburateur au cache-culbuteur. Voilà, terminé pour les durites, maintenant on passe aux éléments périphériques du moteur et on commence par la bobine. La bobine, c'est ce qui va donner du jus à notre allumage. J'enlève complètement le support de la bobine pour me simplifier la vie. Je dévisse après le câble de la masse qui va du bloc moteur à la batterie. C'est le COS négatif. Et il est assez galère à avoir avec une clé plate. Bon, tu vas me dire pourquoi tu n'as pas utilisé une clé à cliquer ou une visseuse. Et pas parce que je retrouve pas ma putain de douille de 15, petit malin. Après la bobine, c'est au tour de la pompe à essence. Elle tient avec des écrous de chaque côté. On remet bien les écrous à leur place pour ne rien perdre, et on passe après à l'allumeur. L'allumeur, c'est une pièce maîtresse, parce que c'est la pièce qui distribue l'étincelle aux bougies. Le problème, c'est qu'elle doit être alignée d'une certaine façon à ce que l'étincelle se fasse au moment où le cylindre concerné par cette étincelle va se refermer. L'étincelle doit arriver entre l'étape de compression et l'étape d'explosion d'un moteur à 4 temps. Normalement, on doit prendre note pour se rappeler du calage actuel de l'allumeur par rapport au vilebrequin, mais je vais pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que vu le son qu'elle faisait avant que je commence à la restaurer, déjà je suis pas sûr que l'allumage était calé pile poil. Donc je vais le refaire de toute façon. Et la deuxième raison, c'est que comme ça, je pourrais vous montrer comment je cale un allumage par rapport au vilebrequin avec juste une lampe témoin fabriquée à la maison et non pas avec une lampe stroboscopique. Voilà, déjà on y voit un peu plus clair. Mais je refuse d'en rester là pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'un mois ça passe très très vite, surtout quand on ne peut pas travailler sur la voiture tous les jours et à n'importe quelle heure. Donc je continue avec le collecteur d'échappement et d'admission. Ce sont des tuyaux en métal sur lesquels repose le carburateur. Les tuyaux d'admission font entrer l'air et l'essence dans les cylindres, et les tuyaux d'échappement, comme leur nom l'indique, font sortir les gaz brûlés du cylindre vers le pot d'échappement. Donc ces quatre-là, c'est de l'échappement. D'ailleurs, on voit le résidu de carbone dessus. Et les deux autres, c'est l'admission. Maintenant, c'est au tour du tendeur de la courroie de ventilo. Il y a un premier gros écrou à desserrer pour détendre la courroie. Ensuite, on enlève le support du tendeur qui, lui, vient tenir sur la culasse avec trois petits écrous. J'ai un peu galéré à sortir la courroie, sans doute la fatigue. Mais j'ai quand même réussi à démonter ce satané tondeur. La semaine prochaine, on démonte la crémaillère, le support de boîte et le support moteur pour pouvoir l'enlever. Et on ira faire un petit tour chez le carrossier pour voir où est-ce qu'il en est. C'est vrai que je poste moins de vidéos actuellement, parfois la vie ne le permet pas,
mais je vais essayer de garder un rythme d'une vidéo toutes les 3 semaines à peu près, histoire de terminer complètement la restauration de la voiture avant l'été. Pour finir, si vous n'êtes pas abonné, vous avez regardé la vidéo jusqu'à présent, bah abonnez-vous, ça mange pas de pain maintenant que vous êtes déjà là. Et on se revoit très bientôt sur Rock'n'Roll. Ciao ciao!